Nous allons commencer cette séance. Bon, un petit préambule. Évidemment, je vous souhaite la bienvenue à tous. Je pense qu'on a bien fait de réserver le centre de Marcel Dulude, parce que je pense que si on avait été à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville, on aurait manqué de place. Donc, évidemment, on tenait à ce que ce lieu soit accueillant et suffisamment grand. Ce que vous allez vivre ce soir, c'est un premier aperçu de ce que nous entendons faire au cours des 4 prochaines années. Écoute citoyenne et transparence seront les mots-clés qui vont nous guider tout au long de ce mandat. Nous sommes en mode apprentissage, n'ayant été confirmés dans nos fonctions que le 8 novembre dernier. Donc, vous nous pardonnerez les quelques hésitations que nous pourrions avoir au cours de cette séance du Conseil municipal. Donc, bienvenue à tous et nous allons maintenant passer. D'abord, la présentation d'élus. Je pense que c'est important qu'on présente les différents élus qui ont été, élus le 3 novembre dernier. Donc, le district numéro 1, Madame, je vous demanderai de réserver vos applaudissements à la fin. Donc, le district numéro 1, Mme Thérèse Hudon, de l'Alliance municipale. Le district numéro 2, M. Michael Audard, de l'Alliance municipale. Le district numéro 3, Isabelle Bérubé. Le district numéro 4, Martin Guébremont. Le district numéro 5, M. André Bessner, de l'Alliance municipale. Le district numéro 6, Marie-Lou Allary, du Parti montorvillois. Le district numéro 7, Jacques Bédard, du Parti montorvillois. Et le district numéro 8, Mme Michèle Archambault, du Parti montorvillois. Et évidemment, moi, comme candidat à la mairie, donc élu par la population. J'aimerais aussi profiter de l'occasion qui m'est offerte en ce début de première séance du Conseil municipal pour saluer les candidats défaits et les élus sortants. Les candidats défaits d'abord, les remercier pour avoir d'abord posé leur candidature et mené une campagne électorale qui, nous pouvons vous le confirmer aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute, demande beaucoup d'abnégation, de courage et d'un travail acharné. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans la salle. S'il y en a qui sont dans la salle, j'aimerais ça s'ils pouvaient se lever. On pourrait peut-être... Donc, évidemment, il y a Serge Moquin, il y a Martine Bousquet, Vincent Portier. Et il me semble avoir vu aussi monsieur... OK. Il y a monsieur Corbin, Stéphane Corbin. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Ça va? Est-ce que madame est là? Je ne l'ai pas vu. Donc, madame... J'oublie toujours son nom. Potadenel. OK. Je m'excuse si j'écorche votre nom. Je n'ai pas appris à le dire. Mais éventuellement, je vais m'en souvenir. Donc, en ce qui a trait maintenant aux élus sortants, évidemment, nous n'étions pas toujours d'accord, c'est loin s'en faut, avec la façon de faire. Mais nous sommes conscients que la tâche des élus est complexe et qu'ils méritent que nous les saluons ce soir en leur souhaitant une bonne retraite. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans la salle ce soir. Madame Juos. Donc, Madame Juos, merci d'être ici ce soir. Donc, nous ouvrons officiellement la séance du Conseil municipal du 18 novembre 2013. Nous allons tout d'abord observer une minute de silence. Et cette minute de silence va être dédiée au milieu de victimes du typhon Haiyan aux Philippines. Il y a 600 000 immigrants et travailleurs philippins au Canada, dont des milliers qui vivent parmi nous au Québec. Nous partageons leur inquiétude pour les millions de sans-abri, et oui, autant, à la suite de ce typhon. J'invite les Montorvillois qui le peuvent à contribuer au fonds de la Croix-Rouge et d'Oxfam pour venir en aide aux sinistrés. Donc, je vous demanderai une petite minute de silence. Bon, nous sommes maintenant au point 2 de l'ordre du jour, donc à l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour.
Qui en propose l'adoption? Et qui appuie? Donc, M. Martin Guevremont qui propose, et puis Michel Archambault qui appuie. Résolution, le point 3 maintenant. Vous allez voir au tableau. Résolution et règlement non approuvés par le maire à la suite de la séance précédente, le cas échéant. Il n'y en a aucun. Le point 4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2013. Comme nous, pour la majorité d'entre nous, nous n'étions pas présents à cette séance du conseil municipal, nous allons demander, si c'est possible, pour les deux personnes qui étaient présentes, donc en l'occurrence Mme Archambault et Mme Hudon, de proposer et d'appuyer l'adoption de ce procès-verbal. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, Michel propose. Est-ce que Mme Hudon, vous appuyez? Ça va? Il n'y a pas de problème. Donc, adoption. Maintenant, le point 4. Approbation du procès-verbal. Oh non, des points 5, excusez. Période de questions. Nous en sommes maintenant à la période de questions. J'inviterai M. Vézimet, si je prononce bien son nom, concernant NE. Oui, je voulais porter à l'attention du Conseil le problème grandissant des souffleurs à feuilles qui gâchent notre paix et notre tranquillité, qui attaquent nos nerfs et polluent à tous les niveaux. Donc, je ne m'adresse pas seulement à l'utilisation individuelle abusive, mais surtout commerciale par des compagnies de paysagement qui semblent les moins concernées par cette pollution sonore. Leurs engins sont extrêmement bruyants, au niveau sonore probablement non conforme, et nous agressent même les fenêtres fermées. Étant travailleur autonome à Saint-Bruno, à la maison, j'en veux pour exemple que cet été, je travaillais à la maison et après plusieurs heures de bruit très irritant, ayant fermé les fenêtres, comme ce n'était pas la première fois non plus, je suis allé voir ce qui se passait sur un terrain voisin. J'ai trouvé deux personnes qui faisaient l'entretien en soufflant les pommes tombées des pommiers. Et je leur ai demandé d'arrêter, mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de râteau. Et donc, ils ont été obligés de continuer malgré mes plaintes. Même au parc du Mont-Saint-Bruno, la tranquillité a été gâchée cet automne pendant plus d'un mois par les entrepreneurs que certains résidents engagent. Faudra-t-il bientôt se promener avec des bouchons dans les oreilles pour goûter un peu de paix et se protéger de ces engins dont le bruit résonne tout autour du lac du Moulin et du lac seigneurial? Au lieu de souffler les feuilles dans la nature environnante, de bons vieux râteaux contribueraient à la création d'emplois, à la santé physique et nerveuse des travailleurs, qui d'ailleurs travaillent sans protection auditive, ainsi qu'à celle des promeneurs. Doit-on en venir à demander l'interdiction de ces engins sur le territoire de Saint-Bruno? Ce que vous soulevez comme question, évidemment, je pense que beaucoup de citoyens l'ont vécu, le vivent encore. Et c'est sûr que c'est une préoccupation pour nous importante. Le comité environnement, entre autres, va se préoccuper de cet élément-là au cours de la prochaine année, parce que vous savez que ça fait partie aussi de son mandat. Donc, nous allons vous revenir avec éventuellement des propositions à cet égard, et nous serions bien sûr heureux s'il y avait des citoyens qui pouvaient éventuellement nous aider à trouver des solutions durables à ce problème. Maintenant, j'appellerai M. Stéphane Corbin à se présenter au micro, et le sujet, c'est le golfe Riviera. Bonsoir à tous. J'imagine, Monsieur le maire, que vous ne m'en voudrez pas si je prenais quelques secondes tout simplement pour féliciter tous les élus qui sont au conseil municipal ce soir. Bravo à tous. J'aimerais aussi leur souhaiter bon succès dans l'exercice de leurs fonctions. Nous en avons besoin et je vous souhaite la meilleure des chances. Et vous ne m'en voudrez pas non plus si je voudrais offrir des félicitations un petit peu particulières à Mme Isabelle Bérubé, qui était ma rivale dans le district numéro 3. Alors, bravo, Madame, et je suis certain que les concitoyens du district numéro 3 seront très bien représentés en votre qualité de conseillère. Merci, j'apprécie.
Ma question porte, comme vous l'avez souligné, au sujet du développement sur le golfe Riviera à Carignan. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Saint-Bruno, nous avons toujours été très fermement opposés au développement de ce secteur-là, l'ajout de quelques 400 nouvelles unités, essentiellement pour deux raisons, deux familles de raisons, des raisons de problèmes souterrains et des raisons de problèmes de surface. Au niveau des problèmes souterrains, la problématique se situe au niveau du branchement des aqueducs. Notre réseau étant déjà à pleine capacité, il devient pratiquement impossible de desservir les nouvelles unités à Carignan, d'autant plus que les gens de Carignan, à ce que je sache, ne paient pas de taxes à Saint-Bruno. Le problème de surface est tout aussi criant. Qui dit 400 nouvelles unités dit nécessairement à peu près 700 nouvelles voitures, sinon davantage. Et toutes ces voitures-là vont prendre la même entrée, la même sortie, la rue de la Fougère, Grand Boulevard Sabourin, Grand Boulevard Boucherville, ou peut-être la Fougère au complet. Bref, un scénario cauchemardesque. Je ne serais pas ici devant vous ce soir si ce n'était du fait qu'il y a à peu près 3 semaines, lorsque je faisais du porte-à-porte, j'ai noté que les constructions étaient débutées. Il y a donc urgence en la demeure, et la raison pour laquelle je vous pose la question ici, c'est justement pour ça, et je voudrais savoir quel est le plan d'action pour atténuer ou éliminer ce scénario-là cauchemardesque que je vous ai décrit. La réponse est bien simple, c'est qu'actuellement, il n'y a aucun projet qui est acceptable pour la Ville, donc on pourrait éventuellement, c'est parce que pour nous, vous savez que ce dossier-là actuellement fait l'objet d'échanges au niveau judiciaire. Et donc, en ce qui est trait à Saint-Bruno, la position est très claire, c'est-à-dire qu'on ne permet pas le branchement ni au réseau d'aqueduc, ni au réseau d'égouts. Donc, pour le moment, nous, il s'avère à peu près impensable que ce dossier-là puisse évoluer. Je sais que le promoteur a construit ce qu'on pourrait appeler quelques infrastructures minimales. Pour le moment, on pense qu'il ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Et on devrait éventuellement vous revenir là-dessus, mais c'est tout ce que je peux vous dire présentement. Il ne peut pas faire plus que ce qu'il faisait il y a à peu près 4 semaines ou 5 semaines. Donc, c'est ce qu'on appelle amorcer un projet à ses propres risques. Exactement. À ce stade-ci, c'est ce qu'on peut dire. Je vous remercie. Merci. J'appellerai maintenant M. Mario-Charles Paris. C'est concernant l'aéroport de Saint-Hubert. Alors, bonsoir et merci de votre accueil. Merci de votre écoute. Monsieur le maire et vous tous, conseillers, je suis citoyen de Saint-Bruno depuis 30 ans. J'ai toujours habité à la frontière des secteurs 2 et 8, près de l'école Catlin. 6 ans dans le secteur 2 et 24 ans dans le secteur 8, où je réside en ce moment. Je voudrais, avant de présenter mon intervention, poser quelques questions à Mme Hudon, si vous me le permettez, Monsieur le maire. Allez-y. En janvier 2001, il y a eu un sondage concernant la pollution sonore à Saint-Bruno. Près de 125 personnes ont répondu et l'une des problématiques majeures soulevées par les citoyens concernait le bruit causé par les avions. Un comité de travail a été formé par la Ville et un rapport de 10 pages a été produit. Depuis près de 2 ans, on n'entend plus parler de rien, comme si la problématique n'existait plus. Je voudrais savoir, Mme Hudon, où en est rendu le dossier et qui a été le porteur de ce dossier-là. Monsieur Paris. Monsieur Paris, vous savez que le mémoire a été déposé à l'agglomération de Longueuil par M. Benjamin. Il a été déposé auprès de toutes les instances de l'agglomération. Alors, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des contestations judiciaires de la part des entreprises, des écoles de pilotage à l'aéroport de Saint-Hubert. Et évidemment, le dossier a été frappé un peu d'interdiction à cause des procédures judiciaires qui ont traîné assez longtemps en cours. Et malgré le fait que, dans le fond, le juge a donné raison
à Dachel de pouvoir interdire des choses. Il y avait aussi des problèmes de gouvernance à Dachel, de sorte que la principale recommandation, une des principales recommandations du mémoire, qui était de former un comité de concertation avec la présence obligatoire des gens de Saint-Bruno sur ce comité-là pour être en mesure de suivre l'évolution du dossier, en mesure de suivre la réglementation qui était appliquée aux écoles de pilotage, en mesure d'exiger le contrôle des heures accordées justement aux écoles de pilotage. Tout ça est resté lettre morte à cause des procédures judiciaires et des problèmes de gouvernance à Dachel. Alors, nous avons suivi le dossier autant que faire se peut à l'intérieur des instances de l'agglomération, que ce soit M. Benjamin auprès de la table des maires, que ce soit moi qui en ai parlé plusieurs fois à la conférence régionale des élus ou à la commission de l'aménagement ou de l'environnement de l'agglomération, mais compte tenu des problèmes qui étaient soulevés en cours, il n'y a pas eu aucune décision qui s'est prise du côté de Dachel. Dans les faits, Dachel a été pratiquement immobilisé ou paralysé pendant toute la période de contestation judiciaire. Et à ce jour, compte tenu de la décision de Longueuil de demander la municipalisation de l'aéroport de Saint-Hubert, évidemment, là aussi, c'est bloqué parce qu'il faut que la Ville de Longueuil obtienne la permission du gouvernement du Québec pour faire la municipalisation. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que les maires des villes liées à l'intérieur de l'agglomération ont refusé que l'aéroport de Saint-Hubert devienne un bien de l'agglomération. Alors, donc, là, présentement, c'est la Ville de Longueuil qui demande la municipalisation et ça sera à eux ensuite de porter le dossier, évidemment, si la permission leur est accordée. Alors, présentement, Dachel fonctionne autant qu'un cas, je dirais. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui a pu être fait à ce stade-ci. Et là, on verra ce qui va sortir des demandes de la Ville de Longueuil et comment les maires des villes liées pourront se positionner avec Mme Saint-Hilaire dans la nouvelle administration. Autre que la Ville de Longueuil, est-ce que ce mémoire-là a été déposé ailleurs? De mémoire, là, on a fait envoyer des copies aussi à la santé publique, au département de santé publique, évidemment Est-ce que vous avez eu des réponses? à tous les collègues des villes, des maires des villes liées. Tout ça, ça avait été déposé à la table des maires. Alors, ça a été, on en avait envoyé une copie aussi à la députée fédérale, parce qu'évidemment, NAV Canada et Transport Canada sont concernés par le problème. Ce sont eux qui légifèrent au niveau des règles en termes de transport aérien. Et, donc, il n'y a personne qui a répondu, c'est ça que je comprends, parce qu'on vague tout le temps. Là. Comme à l'accoutumée, si vous avez suivi, puis je suis certaine que vous avez dû le faire à l'époque, si vous avez suivi les rencontres qui avaient eu lieu au niveau de Transport Canada, il y avait eu un comité du Parlement qui avait été avec des députés, dont Mme... notre ancienne députée de Saint-Hubert, Mme Lavallée, avait été sur ce comité-là. Et quand on lit les transcriptions, moi j'ai lu les transcriptions de toutes ces rencontres-là. Évidemment, Transport Canada, NAV Canada font la sourde oreille. Ça semble être... Alors, on n'a pas simplement... Ça semble être la responsabilité de personnes. C'est ça que alors je comprends. que, évidemment, les villes n'ont pas la compétence pour légiférer au niveau de la réglementation au niveau du transport Donc, je aérien. comprends que le dossier tourne puis les avions tournent. Fait que tout le monde tourne, mais il n'y a rien qui se règle finalement. C'est une image à peu près juste. Malgré que la Cour d'appel a de nouveau rejeté il y a 6 mois les doléances des écoles de pilotage, il a par la même occasion donné à Dachel la reprise de la gestion de cet aéroport. On se retrouve encore et toujours devant la même problématique. Même si dans certains secteurs de Saint-Bruno, la problématique est moins présente, il y a des citoyens des autres secteurs qui subissent cet harcèlement chronique, ce cauchemar au quotidien. D'ailleurs, il semble que dans le porte-à-porte fait par les candidats des deux partis, principalement dans les secteurs 2 et 8, cette préoccupation a été verbalisée par les citoyens. Monsieur le maire, depuis 4 ans, je subis ce cirque infernal.
ce vacarme assourdissant, ce manège incessant et récurrent, ce harcèlement sonore des avions des écoles de pilotage qui circulent directement au-dessus des propriétés, et ce, matin, midi, soir. Ma vie est désormais réglée par cette foutue aéroport dès 5 heures le matin et jusqu'au coucher après 23 heures, lorsque les apprentis pilotes ont fini de tourner en rond. Sommes-nous en train de former tous les pilotes de la planète? De jour comme de soir, pour survivre, je dois mettre de la musique ou de la télé pour atténuer et calfeutrer cet étourdissant manège infernal. Est-ce normal? La pollution, 2 éléments majeurs sont à retenir dans cette problématique. La pollution sonore par le bruit longuement décrié par la Direction santé publique et plusieurs autres expertises, ainsi que l'émission de gaz par ces avions pollueurs qui volent avec de l'essence avec plomb. Depuis plusieurs années, toutes les automobiles roulent avec de l'essence sans plomb, mais aucune loi ne régit ces avions. Des sérieuses études américaines démontrent que l'émission de plomb par ces avions qui survolent les villes cause des dommages irréversibles sur les jeunes enfants. Quand je vois ces avions survoler nos écoles, je me demande s'il n'existe qu'une loi terrestre, puisque les avions semblent dominer comme des dieux et à leur guise le ciel de Saint-Bruno. Quand vous avez du plomb dans le sang, il est trop tard, on ne peut plus rien faire, vous restez avec ce plomb-là toute votre vie. Et je vous mets à l'image de l'amiantose. Je n'ai pas besoin de vous expliquer toute la dramatique qu'on connaît avec l'amiantose. Aux nombreuses heures de pointe, et croyez-moi, il y en a plusieurs, je dois subir ce bombardement à raison de 2 vols à la minute. Je dis bien 2 vols à la minute au-dessus de ma propriété. C'est pire que le supplice chinois de la goutte d'eau. Assez pour devenir fou. Il ne respecte en rien la hauteur minimale de vol de 1000 pieds et encore moins les corridors, puisque ceci devient un chassé-croisé. Une explosion de bruit et de vacarme, un feu d'artifice sans artifice. On a changé la vocation de l'aéroport, et ce, sans étude, au détriment de la qualité de vie des résidents des villes. Le problème déborde et s'est déversé dans les villes de Saint-Bruno, Longueuil, Brossard, Sainte-Julie, Boucherville, Greenfield Park. Des citoyens de Saint-Hubert, harassés par ce problème qui perdure, ont créé un regroupement, la CAPAL, et ont déposé un recours collectif qui en ce moment est en discussion avec la ville de Longueuil et tous les principaux autres acteurs dans ce dossier. Il faut donc reconnaître qu'il y a un problème majeur sur la qualité de vie des milliers de citoyens avec cet aéroport déficitaire de centaines de milliers de dollars annuellement. Malgré la saga judiciaire qui n'en finit plus avec cet aéroport et qui perdure depuis 4 ans, les citoyens sont toujours pris en otage. Le ciel continue d'appartenir aux délinquants qui sèment la terreur dans un vacarme irritant et insupportable, puisqu'il n'existe aucune loi gouvernementale pour réglementer les espaces aériens et encore moins l'aéroport de Saint-Hubert, qui même la nuit est opérationnel. Monsieur le maire, Longueuil parle désormais de municipaliser l'aéroport. Qu'est-ce que ça veut dire, municipaliser? À tous ceux que je pose la question, personne ne peut me répondre. Malgré la tollée que suscite cet aéroport qui roule à perte, la ville de Longueuil parle de projets d'aérogare, d'agrandir des pistes, puis de recevoir de plus en plus d'avions gros porteurs, etc. Qui va payer pour ces méga-structures? Les villes avoisinantes, en venant fouiller encore une fois dans nos poches par l'augmentation de taxes? Avant d'aller trop loin dans ce développement à outrance de cet aéroport, y a-t-il eu ou y aura-t-il des études, des rapports, des impacts directs auprès de la population, des comités de travail et des sondages auprès des citoyens? Je souhaite que le citoyen reste au cœur des décisions prises par le conseil de ville et non que ce soit d'ordre économique qui vienne écraser la santé
et le bien-être de vos citoyens. Entre autres, il faut une volonté politique pour prendre le dossier. Je vous invite donc tous à venir faire un tour dans notre patelin. On est bien accueillants, mais les gens ne restent pas longtemps. On ne s'entend pas parler. Oui, Saint-Bruno a son mot à dire dans ce développement. Je propose que la ville de Saint-Bruno fasse des études sérieuses et non biaisées sur l'impact actuel et futur de cet aéroport qui aura des conséquences majeures sur notre municipalité. Il faut mettre rapidement la direction santé publique de notre secteur et tous les intervenants et expertises possibles dans ce dossier. La Ville se doit de créer un comité pour aller à l'avant-garde avant de subir les décisions de Longueuil et de se retrouver devant un fait accompli. Je souhaite que dans ce comité, on y retrouve les citoyens pour travailler avec la Ville dans cette problématique très inquiétante sur la qualité de vie des citoyens qui se doit d'être en harmonie avec son milieu. J'offre ma disponibilité pour faire partie de la solution et non du problème. C'est pourquoi je suis prêt à m'engager dans ce travail de collaboration avec les élus. Je terminerai avec la citation d'une phrase célèbre. « Toute tolérance devient avec le temps un droit acquis. » Merci. Bien, merci, M. Paris. Ce que vous avez dit, ça nous touche et c'est sûr que pour nous, c'est une priorité. Donc, on reçoit très positivement votre invitation à faire partie d'un comité parce que nous, c'est toutes ces problématiques-là, en fait, vous soulevez la problématique du bruit des avions, mais toutes les problématiques, je pense qu'on peut les régler s'il y a une participation citoyenne et je suis très heureux qu'effectivement, vous nous soumettez votre candidature pour faire partie d'un comité parce que c'est aussi un élément important. On en est bien conscient. Notre parti a été à l'origine de la formation du comité anti-bruit contre les avions et on va poursuivre dans cette même veine-là en écoutant les citoyens et en prenant les décisions qui vont faire en sorte que les citoyens, finalement, reçoivent ce qu'ils ont droit. Merci. J'inviterai maintenant M. Vincent Fortier concernant les indemnités de départ. Oui, bonsoir, M. le maire. Finalement, bonsoir à tous. Finalement, je vais avoir deux questions. La première, ça va être les indemnités de départ. C'est assez simple. Je pense que c'est d'intérêt public. Il y a beaucoup de gens ici. Je crois que la loi prévoit un automatisme, justement, pour éviter, j'imagine, des malversations, là. Des automatismes lorsqu'un élu quitte ou perd ses élections et qu'il y a des indemnités de départ. Si vous le savez, si vous les connaissez, je pense que ce serait bien de les rendre publiques. En fait, je vais demander, comme je ne suis pas un expert, ça me fait juste à peu près 9 jours qu'on est élu, donc on ne connaît pas toutes les arcanes. Je vais demander à Madame Hamelin de répondre à votre question. Cela dit, pour préciser, pendant que vous cherchez dans vos documents, l'intention ici, c'est vraiment de faire circuler l'information. La loi prescrit certaines choses. Je crois que ça doit être su. Il n'y a rien d'illégitime dans ce genre d'indemnité-là. Votre question est tout à fait recevable. Alors, bonsoir. Pour les conseillers, après un mandat, écoutez, on n'a pas terminé le calcul. Là, je vous le donne à quelques dollars près. Ça va? Oui, alors, pour un conseiller qui a terminé un mandat, ça tourne autour de 2 900 $. Pour un conseiller qui a terminé 2 mandats, autour de 5 735 $. Évidemment, c'est le double. Et pour le maire, l'allocation de départ tourne autour de 21 200 $. OK. Excellent, merci. Alors, ça, c'est pour l'allocation de départ. OK. Il y a d'autres allocations? Il y a une allocation de transition. Ah, qui OK, est je pensais que c'était la même chose. aussi. Non, qui est seulement pour le maire, qui est autour de 55 000 $. Merci. Vous aviez une autre question, M. Fortier? Oui, je vais me permettre, mais vous savez, l'esprit de la loi, je pense, j'entends des murmures, l'esprit de la loi, c'est de permettre aux gens, justement, qui perdent leur élection et leur gagne-pain, hein, le maire de Saint-Bruno, c'est un emploi à temps plein, de faire une transition. Disons que si on transite vers la retraite, c'est une opportunité qu'il faut prendre. On va le dire comme ça. Sinon, ma seconde question, c'est lié, je vais faire du pouce sur ce que mon concitoyen au micro a dit ou a fait précédemment.
C'est-à-dire que moi, je me suis présenté dans le district 2, ça a été dit tantôt. Je félicite M. Audard, bien que j'ai déjà fait, c'est la 3e fois que je le fais, mais il y a quand même une centaine de personnes qui me regardent. Je ne veux pas paraître pour quelqu'un de mal élevé. Ma mère m'a bien élevé. Alors, écoutez, quand j'ai fait mon porte-à-porte, évidemment, j'ai frappé à toutes les portes, sauf celle de M. Audard, évidemment. Et je me souviens, dans un secteur très précis, il y a des gens dont le bruit des avions perturbait littéralement leur vie. Je me souviens de 2 femmes, dont deux mères d'enfants, dont une monoparentale. Et je me souviens de la seconde, c'est une soirée, c'était au début de la campagne électorale, ça m'avait touché, puisqu'elle avait fondu en larmes devant moi. La première aussi, mais c'était un petit peu les yeux pleins d'eau. Elle, c'était littéralement, s'était mise à trembler, puis elle m'avait expliqué finalement qu'elle ne dormait plus, qu'elle était sous médicamentation et qu'elle avait peine de s'occuper de sa petite fille. Et évidemment, je l'ai écouté. J'ai aussi enquêté, en guillemets, c'est-à-dire posé beaucoup de questions. Sorti une fois le soir à 11h pour retourner dans le district durant la campagne pour essayer d'entendre le bruit dont elle parlait, parce qu'elle ne parlait pas, excusez, je ne suis pas clair, mais elle ne parlait pas du bruit des avions. Pour ces 2 femmes-là, c'est un détail, le bruit de ce que j'appelle les tondeuses volantes. C'était un détail. Elle, ce qu'elle parlait davantage, c'était un bruit qui apparaissait vers 11h, 11h30 le soir, qui continuait jusqu'au début de la nuit. Et vers le milieu, fin de la campagne, par hasard, je suis tombé, toujours dans le district 2, chez un concitoyen qui est contrôleur aérien à Saint-Hubert, à l'aéroport de Saint-Hubert, et qui m'a expliqué 2 choses. Je pense que je vous ai jamais transféré ces informations-là, fait que je vais le faire spontanément ici. La première chose, c'est que lui, il disait, bon, pour les Cessna, ça serait tellement simple s'il faisait une rotation avec les 2 pistes. Il dit, moi, j'ai déjà suggéré, mais le contrôleur aérien me disait, moi, je ne suis qu'un simple contrôleur aérien, puis mes supérieurs, ils ne semblaient pas accorder d'importance à ce que je disais. Finalement, c'est de faire une inversion parce que les Cessna partent, font une loupe, un demi-cercle, puis ils reviennent. Il suffirait, c'est ce que la personne me disait, d'alterner soit aux heures ou soit d'alterner à chaque jour. Comme ça donnerait un répit. Il y aurait une journée, les avions ne passeraient pas, entre autres dans le secteur 2 et sur le flanc du parc industriel et du secteur 8 aussi qui touche. D'ailleurs, au parc Duquesne, quand je vais l'été avec mes enfants écouter les films, il y a des bouts du film, merveilleuse activité de la ville, qu'on ne peut même pas entendre, là, tellement que le bruit est fort. Et l'autre type de bruit, ce qui poussait à bout de nerfs les résidentes que j'ai rencontrées, elle me décrivait un bruit qui s'apparentait à un bruit de soufflerie. Et ce qu'on m'a confirmé, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais là, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui fassent enquête, là, qui cherchent, c'est que c'est une entreprise qui ferait, Mme Hudon semble le savoir, qui ferait de l'entretien de moteurs d'avion à Saint-Hubert. Et moi, je veux faire un commentaire. Que l'entreprise fasse des affaires, c'est une chose, mais qu'elle fasse partir des moteurs à 2 h du matin ou à 1h30 du matin pour faire de l'entretien et que ça vibre, parce qu'il y a vraiment une vibration, le son, c'est une vibration, là, et que les ondes, et que ça vibre à Saint-Bruno et que ça empêche dans certains secteurs, à cause probablement de la réflexion des ondes sur peut-être les condos qui ne sont pas loin, sur des lierres, là, sur Clairvue, peut-être, c'est une hypothèse que je pose, ou simplement certaines maisons qui sont juste sur des buts un peu plus élevés et que ça gâche littéralement leur vie. Ça, c'est pas agir, à mon avis, en citoyen responsable. Le citoyen étant ici l'entreprise qui fait ces choses-là, qui fait tourner ce moteur durant la nuit. Donc, il faudrait agir. Je vous invite à agir, à poser les bonnes questions. Comme mon prédécesseur disait, je crois que c'est une question d'abord et avant tout de volonté politique. Des fois, ça peut être des combats qui peuvent être longs à mener, mais il faut les mener. C'est une question de respect. Il y a moyen de concilier tous ces intérêts-là qui sont opposés. Alors, je vous souhaite bonne chance quand même. Merci, M. Fortier. Est-ce que Mme Hudon, vous vouliez ajouter quelques informations? Est-ce que Mme Hudon, vous vouliez ajouter quelques informations? Je dirais qu'il n'y a pas énormément d'ouverture à Longueuil. Évidemment, quand on pense que même Longueuil, ils ont permis l'établissement d'une entreprise qui fait voler des hélicoptères. Ça, tout le monde sait que quand les hélicoptères volent au-dessus du territoire de Saint-Bruno, c'est encore, je pense, pire que nos tondeuses volantes. Alors, écoutez, on peut faire des représentations. Malheureusement, les pouvoirs de légiférer à ce sujet-là ne sont pas dans les villes. Merci, Mme Hudon. Prochaine question, M. Pierre Marceau, feu de circulation. Monsieur le maire, membre du Parti Montarvillois, félicitations pour votre élection. Madame Hudon, M. Audard et M. Bessner, félicitations.
Mon nom est Pierre Marceau et je réside à Saint-Bruno depuis 32 ans. Presque un pionnier, comme j'ai déjà dit. Je serai bref. La raison que je suis ici ce soir est de vous faire part de mes inquiétudes concernant une démarche de quelqu'un de la ville pour nous installer en douce, sans notre approbation, des feux de circulation au coin du boulevard Clairvue et de la rue Marie-Victorin. Il y a déjà quelques jours, le 5 novembre, en entrant dans Saint-Bruno via la 30, j'ai remarqué des socles de ciment au coin de ces rues. Il y a des fils électriques qui dépassent en surface. Curieux, je suis retourné et j'ai pris des photos et ça ressemble à des bases de feux de circulation, sans aucun doute. J'ai aussitôt contacté mon nouveau représentant, M. Guévremont, et je lui ai communiqué ce que je viens de dire. N'étant pas résident de Saint-Bruno que depuis 6 ans, M. Guévremont n'est pas au courant de notre histoire et d'événements qui eurent lieu ici en 2004 et probablement avant. Permettez-moi de vous mettre en situation. En avril 2004, nous apprenions via le journal Les Versants que la nouvelle ville de Longueuil, qui incluait Saint-Bruno, devait allouer des fonds pour permettre à cette dernière de réaliser une étude afin de déterminer si l'installation d'un feu de circulation et d'autres aménagements est requise à l'intersection du boulevard Clairvue et de la rue Marie-Victorin. Puisque je suis anti-feu de circulation, j'en ai parlé à plusieurs reprises et longuement avec mon représentant du district numéro 40 du temps, M. Pierre Filion. Il me demande de lui faire parvenir une lettre donnant les raisons de mon opposition, lettre que je lui ai transmise le 22 avril 2004. Je n'étais pas le seul à s'objecter. Le 17 avril, le journal de Saint-Bruno publiait en page 7 sur 2 colonnes un article intitulé « Stop aux nouveaux feux de circulation ». C'était signé M. Louis Mercier. Le 28 avril 2004, M. Jean Bergeron, qui était le directeur de l'arrondissement, maire sous un autre titre, me répond « Copie à Jean Guérin, Denis Duval et Pierre Filion, qui étaient nos 4 représentants du temps. Je résume sa lettre. Premier point. Une étude doit être réalisée au préalable afin de démontrer qu'un réel besoin existe. Deuxième point. Lorsque la municipalité aura obtenu les résultats de son étude, nous vous assurons que nous en ferons connaître les résultats à la population. M. Guévremont m'a rappelé le 10 novembre vers 18 h pour confirmer mes suspicions. La Ville a bel et bien préparé l'installation de feux de circulation. Monsieur le maire, pouvez-vous nous promettre que les citoyens de Saint-Bruno seront premièrement informés de toute étude en cours ou complétée et deuxièmement, s'ils auront l'opportunité d'être entendus sur le sujet? Merci beaucoup. Ma réponse serait simple, oui et oui. Merci. J'inviterai maintenant M. Serge Moquin. Monsieur Murray, si vous me permettez. Oui, Si vous allez-y. me permettez. Moi aussi, comme M. Fortier dans mon porte-à-porte, un des grosses inquiétudes dans le secteur 2 et je crois aussi dans le secteur numéro 4, c'était au niveau de la circulation et la sécurité des gens au coin de Clairvue. Vous avez raison que Saint-Bruno a toujours été anti-feu de circulation. Par contre, et ma femme qui prend cette route-là tous les jours et je subis les conséquences de ma femme, que je respecte beaucoup, c'est que la sortie de la ville aux heures de pointe, soit le matin ou en rentrant le soir, est très difficile. Lors des évaluations qui ont été faites par le service du génie, un des rapports, et je pense que tout le monde qui rentre par le boulevard Clairvue le sait, c'est qu'il y a le débordement au niveau des bretelles sur l'autoroute 30.
Un débordement sur l'autoroute 30, c'est très inquiétant pour la sécurité des gens, de nos citoyens, tous ceux qui sont ici. Et il faut regarder, en 2004, je crois qu'il y avait probablement moins de population à Saint-Bruno. Il y a le rajout des condos au bout du boulevard d'Hélière. Au niveau des condos, il y a plus de population à Saint-Bruno. Concernant les rapports qui ont été faits, il y a un contrat qui avait été donné, qui avait été approuvé par le Conseil pour justement regarder c'était quoi les impacts et comment est-ce qu'on pourrait mieux gérer cette situation. Il y avait deux options, soit des feux de circulation ou bien un carrefour giratoire. Comme il n'y avait pas assez de place pour un carrefour giratoire, la solution, c'était les feux de circulation. Une fois, l'année prochaine, quand la dernière phase des travaux du boulevard Clairvue terminée, les feux de circulation vont être en opération. Est-ce qu'ils vont être en opération 24 heures par jour? Je ne crois pas. Ça va être suite aux décisions du département du génie, puis leurs études avec les spécialistes. Peut-être qu'ils vont être seulement en opérationnel de 6 heures le matin à 9 heures le matin et le soir en revenant. C'est les experts qui vont décider et ils seront clignotants le reste de la journée. Donc, juste pour répondre à vos inquiétudes concernant la circulation, c'était vraiment point de vue sécurité. Alors, si je comprends bien, il y a eu des études, on ne nous en a jamais parlé, je veux dire à nous, les pauvres citoyens, et ensuite, il y a eu décision, encore sans consultation. En fait, je pourrais vous dire à ce stade-ci que pour nous, la décision n'est pas prise. On va effectivement revenir à la charge et, comme je vous ai dit tout à l'heure, toute l'information va vous être rendue disponible et on va s'asseoir avec les citoyens. Il faut regarder aussi le problème dans cette section-là par rapport à un ensemble, c'est-à-dire qu'on a des problèmes de circulation importants à Saint-Bruno et c'est évident qu'on ne commencera pas à installer des feux de circulation à chacune des artères. Je pense que c'est une problématique beaucoup plus large que le secteur Marie-Victorin et Clairvue et qu'on doit le voir dans son ensemble et c'est pour ça que nous, il n'y a pas d'urgence nationale et on va travailler avec les citoyens et pour les citoyens. Monsieur Moquin. Bonsoir tout le monde. Alors, moi, c'est en tant qu'ex-candidat que je viens m'adresser à vous ce soir. En fait, d'abord pour remercier les citoyens. Une chose qui n'a pas été dite, mais notre taux de participation à cette élection-là était exemplaire au Québec. Près de 60% des électeurs se sont présentés pour voter. La démocratie à Saint-Bruno est très vivante. Je tiens aussi à remercier les citoyens pour nous avoir accueillis, nous les candidats. Ce n'était pas évident lorsqu'on arrivait à 6 heures, 7 heures, 8 heures, parfois un petit peu plus tard, et que les gens nous accueillaient parfois pendant le souper, parfois pendant qu'ils donnaient les bains aux enfants, parfois en pyjama, mais qui nous accueillaient quand même parce qu'ils sont intéressés à la politique municipale. Alors moi, je tiens à les remercier, ces citoyens-là, parce qu'ils sont des acteurs de la démocratie municipale. Dans mon cas, comme dans celui des autres candidats du Parti montarvillois, on a mené une campagne politique propre, une campagne d'idées, une campagne où on a voulu mettre de l'avant des idées de changement. La démocratie a parlé. Comme candidat d'effet, je tiens à féliciter M. Bessner, à mon tour, comme l'autre candidat l'a fait plus précédemment. M. Bessner, fort de son expérience, a remporté de plus d'une centaine de voix l'élection, et ça, c'est du travail. C'est d'aller parler aux gens. On s'est croisés souvent, puis je pense avec respect, dans notre campagne politique. Il a fait une bonne campagne, il l'a remporté, la démocratie a parlé. Un vent de changement a soufflé. Ce vent a apporté une nouvelle équipe à la direction de la ville. La démocratie a parlé. Moi, ce que je souhaite, comme beaucoup de citoyens d'ailleurs, c'est que cette équipe réalise son programme. Ce que je souhaite, comme beaucoup de citoyens aussi, c'est que les gens de l'autre équipe, de l'équipe d'opposition, fassent un travail constructif pour le bien de leur ville. Les élus sont là pour le bien commun.
Comme ex-candidat, j'ai l'intention de poursuivre mon travail, mon implication dans la politique municipale. Parce que la démocratie, ce n'est pas quelque chose qu'on exerce seulement qu'une fois tous les 4 ans. La démocratie est vivante en autant où les citoyens continuent à participer et de premier chef, ceux qui se sont mis de l'avant. J'invite donc les citoyens à demeurer nombreux à se préoccuper de leur ville. En l'absence des citoyens, la démocratie s'éteint. Ce soir, c'est un bel exemple. C'est la plus grande assemblée politique à Saint-Bruno que j'ai pu voir depuis longtemps. C'est clair qu'on n'aurait pas pu avoir une assemblée comme celle-là à l'Hôtel de Ville. Je souhaite qu'on ne tienne plus l'assemblée à l'Hôtel de Ville parce que les citoyens vont être assez nombreux que ça va justifier d'utiliser la salle ici. L'autre chose aussi, j'apprécie beaucoup de ne pas voir mes élus sur une estrade au-dessus des citoyens, mais de voir les élus devant leurs citoyens au même niveau. Merci. Et maintenant, M. Jean-Claude Bergeron. Bonsoir. Félicitations à tous les élus, sans oublier ceux qui ont été défaits. Se faire élire ou présenter sa candidature, c'est un peu le parcours du combattant. Des heures et des heures de travail dans un plongeon vers l'inconnu pour plusieurs d'entre vous. J'ai un commentaire et une demande à vous faire. Ouf! Une page est tournée et on a toutes les raisons de croire qu'elle restera longtemps tournée. L'air est meilleur, vous ne trouvez pas. Notre maire qui nous accueille à l'entrée, une révolution. J'ai également une demande. Ma demande est la suivante pour faciliter le dialogue et la participation entre les élus et les citoyens. J'aimerais que nous ayons un lutrin digne de ce nom. Combien de fois ai-je vu des gens à l'Hôtel de Ville? Le lutrin, c'est une petite affaire très petit, ça descend. Combien de fois à l'Hôtel de Ville, j'ai vu des gens échapper des documents? J'ai vu des gens nerveux parce qu'ils regardaient leurs documents puis ils se demandaient tout le temps en parlant si tout était pour tomber. Il faut être capable d'avoir un lutrin plat. Un lutrin où on peut prendre, là, ce soir, c'est des feuilles, mais tout à l'heure, ça va être des dossiers. Et ça, qui dit un dossier, dit une chemise. Donc, il faut être capable, faut être capable de mettre notre dossier en place, d'être capable d'avoir quelque chose de stable pour pouvoir exprimer notre point de vue. Ce soir, il y a eu plusieurs ex-candidats. Ils sont habitués avec la parole, ou ils se sont habitués à force de tourner dans leur quartier respectif. Mais il reste que si on veut inviter des nouveaux citoyens à participer à cet élan, il faut qu'on ait quelque chose de stable. L'autre point par rapport à ça, c'est d'avoir un micro ambiant. Un micro, souvent, dès qu'on s'éloigne du micro, on perd à l'Hôtel de Ville le son. Donc, qu'on ait un lutrin avec un micro ambiant qui va faire que si on bouge, vous voyez, si je bouge, vous me perdez. Mais un micro ambiant, vous ne me perdrez pas. Et c'est très important parce que les gens, on n'est pas tous habitués à se coller sur le micro. Hein? Voilà. Donc, et ça peut-être que ça pourrait être fait par l'ébénisterie ou la menuiserie de la ville ou d'autres façons, mais l'idée, c'est que finalement, il y a déjà la situation où si on est à l'Hôtel de Ville, on est obligé de vous regarder à peu près comme, je m'en allais dire dans un poulailler,
Fait que j'aimerais au moins qu'on ait cet outil-là pour faire activer la motivation de faire des interventions. Merci. Merci, M. Bergeron, et évidemment, on va s'assurer d'acquiescer à vos demandes qui nous semblent tout à fait logiques. Ceci clôt la période de questions, donc nous sommes rendus au point 6, qui est le dépôt des documents. Donc, premier document qui est déposé, la liste de mouvements de personnel pour la période se terminant le 18 novembre 2013. Donc, c'est simplement les emplois, les nouvelles embauches et évidemment, donc aussi les personnes qui ont pu changer de poste. Essentiellement, ce sont des postes temporaires, donc des postes pour des occasionnels pour des activités saisonnières. Liste des virements budgétaires pour l'exercice 2013 au 1er novembre 2013. Bon, c'est à l'intérieur même des différents postes budgétaires. Simplement, c'est des petits virements d'argent pour permettre de faire face à des situations particulières. Ces documents-là pourraient éventuellement vous être rendus disponibles là, quand on va être en mesure d'assurer une véritable transparence au niveau de notre site Internet. Ça, c'est à venir. Analyse comparative des activités financières au 30 septembre 2013. Donc, c'est un peu la situation financière au 30 septembre 2013 et la projection pour la fin de l'année. On peut vous dire à ce stade-ci qu'on devrait dégager un surplus, moindre que l'année précédente, mais quand même un surplus là, pour l'exercice financier en cours, à moins de situations là, impondérables. Mais pour le moment, on est effectivement dans un contexte de surplus budgétaire.